119e rendez-vous des futurs ici au DUT de MMI, DUT de communication, ici à Bordeaux. 119e fois, donc vous avez pris le réflexe de nous regarder et vous avez bien pris ce réflexe et soyez-en remerciés. Ce soir, une émission avec des mots-clés, des hashtags, si je peux dire. On va parler d'optimisme, on va parler d'espoir, on va parler de courage, on va parler aussi d'engagement, on va parler de sensations personnelles, on va surtout parler d'équilibre, un mot-clé fondamental, un mot-clé qu'on a interrogé au fil de nos 118 précédentes émissions et à un moment, il faut s'attarder sur ce mot-clé. Le mot-clé, l'équilibre. Demain, enfin l'équilibre, avec un point d'interrogation bien sûr à la fin. Voilà le thème de cette émission. Une émission évidemment que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, le hashtag RDVF. Vous pouvez suivre sur tous les réseaux. Si vous nous écoutez en podcast, fermez les yeux, vous êtes bien et savourez ce que vous allez entendre. Si vous nous regardez en vidéo, laissez-vous porter par l'enthousiasme que vous allez voir dans le regard de nos invités. Parce que ce soir, ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, non, c'est bien plus que ça. C'est 8 invités que nous allons recevoir ce soir. 8 personnalités hors du commun, vous allez le voir. On va recevoir, on va dialoguer avec des personnalités qui sont à la fois des économistes, on a des profs, on a juste des citoyens engagés, on a du politique, on a de tout ce soir à vous proposer. J'adresse un spécial grand remerciement à une task force bordelaise, une task force toute féminine. Camille, Pauline, Léonie, merci beaucoup pour votre engagement dans ce rendez-vous des futurs. Parce que sans elles, voyez-vous, cette émission n'aurait pas eu lieu et à la fin, vous comprendrez à quel point c'eût été vraiment dommage. Alors installez-vous bien, vous êtes bien, c'est parti pour cette émission préparée, coproduite, comme de bien entendu, par Triple C et GD Carré. Charlie, une fois n'est pas coutume, on va commencer par toi et on va commencer avec une actrice de changement importante, Anne Monloubou, qui a fondé à Bordeaux Supercop. Charlie, c'est à toi. Bonsoir, alors nous sommes en effet avec Anne Monloubou, fondatrice de Supercop, le premier supermarché coopératif de Gironde. Bonsoir Anne. Bonsoir Charlie. Merci d'être sur le plateau du Rendez-vous des Futurs. Alors vous avez un parcours un peu particulier. Vous avez été, vous me corrigez si je me trompe à un moment donné, hein. Vous avez été pendant 13 ans architecte paysagiste et puis vous avez ensuite repris des études à un moment donné en gestion et en commerce pour lancer Supercop, le premier supermarché coopératif de Gironde. Alors là, c'est très, très résumé hein, pour aller très vite, mais est-ce que, entre là, ces deux grandes expériences, est-ce qu'il y a un fil rouge ou quel est le cheminement qui vous a fait passer d'une expérience professionnelle à votre activité actuelle ? Alors en fait, c'est vrai que ça peut paraître absolument à l'opposé. L'activité que j'avais précédemment était architecte paysagiste. Aujourd'hui, je gère un supermarché, mais c'est vraiment un supermarché pas comme les autres. Donc le fil rouge, c'est l'intérêt que je porte à la nature et au lien que l'on a entre personnes. Je trouve que dans notre société, souvent le lien manque, on est un peu isolé, chacun dans notre coin. Et puis surtout, moi je suis quelqu'un qui, comme beaucoup de gens aujourd'hui, je me suis rendu compte, je déteste les supermarchés. Et donc j'ai cherché, en tant que jeune maman, je me suis dit, tiens, il va falloir que je trouve vraiment une solution parce que j'en ai marre de courir à droite à gauche pour arriver à faire des courses que je trouve de qualité parce que ça revient aussi très cher hein, de courir partout dans tous les sens et on n'a pas vraiment le temps. Et voilà, donc j'ai imaginé concevoir un lieu différent où on se sente bien pour faire ses courses et on puisse avoir la certitude de manger des produits de qualité. Et j'ai eu la chance de découvrir un modèle économique puisque un supermarché comme on l'a créé à Bordeaux existe déjà depuis plus de 40 ans aux États-Unis, avec un modèle économique très particulier où en fait tous les citoyens qui le souhaitent nous rejoignent et on crée notre propre supermarché tous ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui nous ressemble et on choisit les producteurs qu'on veut référencer, on applique des marges qui sont vraiment minimum. Donc tout le monde s'y retrouve sur le prix, enfin voilà, ça n'a que des vertus. Alors, on va aller un petit peu plus loin en fait sur le projet en tant que tel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est sur l'idée. Donc, elle a été piochée outre-Atlantique. Ouais. Est-ce qu'il existait déjà en fait ce modèle en France ou en Europe ? Alors, donc le modèle, c'est la Park Slope Food Coop, qui est un supermarché coopératif et participatif de Brooklyn, qui existe depuis 45 ans.
Et il a fait finalement très peu de petits, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il est vraiment unique en son genre. Et depuis quelques années, donc depuis maintenant 4 ans, on voit fleurir des supermarchés coopératifs sur ce modèle-là, partout en France. Donc le premier à avoir importé ce modèle, c'est le supermarché La Louve, la coopérative La Louve à Paris. Et puis, dans son sillage, voilà, il y a eu moi, puisque j'ai pris connaissance de leur projet. Il y a toutes les grandes villes de France aujourd'hui se dotent de supermarchés coopératifs et participatifs à l'initiative des citoyens. Hein, il n'y a pas de question de franchise ou quoi, on est tous indépendants. Mais par contre, il y a beaucoup de coopération entre ces projets. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à New York et vivre de l'intérieur ce qui était la Park Slope Food Cup il y a 5 ans maintenant. Et j'ai beaucoup appris parce qu'ils sont vraiment dans le partage. Les personnes qui gèrent cette coopérative sont vraiment dans l'esprit coopératif, donc le partage, donner plein d'infos sur comment on s'organise à si nombreux, parce que là-bas, ils sont 17 000 en fait. Hein. Ils sont 17 000 et ce que je n'ai pas, je crois, très bien dit, c'est que chacun donne 3 heures tous les mois pour que ça fonctionne. Voilà. C'est ça en fait. Je voulais voir. Donc on va regarder en fait les deux particularités. On a parlé en fait. On peut parler alors de cet esprit en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en fait l'esprit de coopération qui peut adhérer ou pas Alors l'esprit de coopération, ça veut dire on est tous à égalité déjà. Une personne égale une voix dans une coopérative. Donc nous en tant que coopérative de consommateurs. Tous les consommateurs ont le même niveau. Donc, à partir du moment où on prend une part dans la coopérative, chez nous, c'est 100 €, mais par fraction de 10 € si besoin. Je précise parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Donc, on prend une part dans la coopérative et ensuite, on participe aux assemblées générales pour voter les décisions politiques qu'on prend. Mais aussi, on peut décider de s'investir dans le projet pour aller chercher des fournisseurs, s'occuper de la communication. Même on a des développeurs informatiques qui nous font des codes, du codage pour notre logiciel. Donc chacun s'investit à la hauteur qu'il souhaite. Et vraiment, on est tous pareils. Et on a aussi en plus décidé, nous à Supercoop, d'avoir une gouvernance partagée pour qu'il y ait vraiment l'horizontalité la plus totale, on va dire, entre nous tous. Et voilà, je pense que c'est un esprit assez différent, un peu à la croisée des chemins entre l'entreprise classique et le monde associatif. En fait, c'est vraiment, oui, on a une activité économique à développer pour notre bien commun à tous. Et pour ça, on va s'auto-organiser et se faire confiance et voilà, et le faire dans la bonne humeur. Et donc du coup, quand on vient en fait à Supercoop, donc il y a des personnes qui peuvent nous aider ou pour la mise en rayon, à la caisse, tout ça. Donc ce sont des adhérents qui donnent de leur temps. Voilà. Environ, je crois que c'est 3 heures, voilà. Toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines. Voilà. D'accord. Donc à tour de rôle, ils viennent, ils mettent le tablier et après, ils font soit la caisse, soit la mise en rayon, tout ce qu'il y a à faire en fait, voilà, en fonction de l'heure de la journée aussi. Des fois, ils reçoivent une livraison. En fonction de ce qu'il y a à faire, chacun fait ce qu'il faut. Et donc, il y a une petite spécificité aussi, on peut en parler aussi, c'est sur les produits, sur la chaîne d'approvisionnement. Quelle est la singularité de ce supermarché qu'on peut aimer maintenant? Ah oui, on peut maintenant aimer les supermarchés, mais d'un genre bien particulier. Donc nous, on a fait le choix d'avoir le plus possible des circuits courts, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on référence des fournisseurs qui viennent nous livrer directement. Voilà, il y a autant que possible, pas d'intermédiaire. Donc ça concerne les 2 tiers de nos fournisseurs. Et puis le dernier tiers, donc ce sont des grossistes pour compléter notre offre. Voilà, donc c'est notre particularité. Et puis autant que possible bio, parce qu'on trouve que c'est quand même bien meilleur pour la santé et souvent bien meilleur pour le goût. Tous les fruits et légumes sont bio. Et après, on a beaucoup de produits régionaux. Donc ici dans le sud-ouest, c'est facile. Hein, on a la charcuterie excellente, du très bon fromage, voilà, des choses comme ça. Eh ben, merci beaucoup Anne pour ce témoignage et puis on vous souhaite plein de réussite. Je crois que ça fait déjà 1 an que le projet est lancé. Ça fait 1 an qu'on a notre supermarché en effet. Qui fonctionne très bien. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Charles. Et puis plein de continuation, une belle continuation. Merci. Et il faut que je fasse une transition pour passer la parole à Camille, qui reçoit aussi une actrice du changement de la région de Bordeaux. Merci Charlie, merci Anne.
Alors, moi, je reçois Aurélie Guénan. Bonsoir, Aurélie. Aurélie est chef d'entreprise, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est un projet qu'elle a monté qui s'appelle Regard croisé. Alors, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet Regard croisé? Regard croisé. Regard croisé comme deux personnes qui se croisent et dont le regard raconte toute une histoire. Donc, l'idée, c'était de transformer ce monde en donnant la parole. Mais la question, c'est on la donne à qui et on la donne comment? Donc la jeunesse, c'était de donner la parole à des personnes qui n'ont pas cette parole-là, notamment dans les entreprises. Hein. On est très sur du top-down aujourd'hui, c'est-à-dire dans un mode avec une entreprise pyramidale, plutôt les grands dirigeants qui prennent toujours la parole dans des conventions, dans des lancements d'années. Et on s'est dit, finalement, toutes les réponses sont sur le terrain, c'est-à-dire auprès des collaborateurs, souvent, aux grandes questions qu'ils se posent. Mais ces collaborateurs, comment les mettre en sécurité? Comment leur donner la permission de s'exprimer? Ça se fait tout simplement par un accompagnement dont tu as profité, toi, Camille, puisque tu es intervenue à un regard croisé. Voilà, donc cet accompagnement, on parle avec des gens pendant les collaborateurs ou des personnes que l'on va choisir de mettre en lumière pendant 4 heures. Et de cette discussion des 4 heures, on va en garder la substantifique moelle, 10 minutes. Et ces 10 minutes qui correspondent à une histoire entre la temporalité de la personne à un instant T, ce qu'elle a envie de porter, ce qu'elle est capable de diffuser et la façon de le faire. Et cette façon de le faire que tu as incarnée, c'est une façon très cœur et tripes, beaucoup plus que cerveau gauche. On est sur le cerveau droit, le cerveau des émotions. Donc au tout départ, vous avez donné la parole aux collaborateurs dans des entreprises qui se sont donc mis à parler devant leurs collègues. Ouais. Et après, c'est devenu un projet féminin de donner la parole à des femmes dans le cadre de la journée des droits de la femme à Bordeaux notamment. Là, vous en êtes à combien d'événements ? Alors, ça a été lancé le 14 février 2014, parce qu'on a fait un cadeau à nos clients, en fait, où on a mis en valeur des personnes sur le thème de la crédibilité. Là, on en est à la 19e édition, donc on a travaillé pour des enseignes comme Leroy Merlin, comme Decathlon, voilà. Avec des collaborateurs, mais également sur la demande de Marie-Laure Hubert-Nasser. On a eu cette demande pour la Journée internationale des droits de la femme à Bordeaux. Et on est revenu à ce rendez-vous tous les ans, pendant 5 ans. Voilà, donc tous les ans, le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits de la femme, on est présent à Bordeaux de façon bénévole pour mettre en lumière des personnalités incroyables qui vont raconter leurs histoires de vie. Mais ces personnalités, c'est toi, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole du tout. Ça peut être n'importe qui, parce que tout le monde a une histoire extraordinaire à raconter. Est-ce qu'il y a un exemple particulièrement frappant d'une personne qui s'est révélée en racontant son histoire ? Oui, alors je pense notamment à Azama. Si vous voulez regarder son talk, c'est Regard croisé by Azama. Azama, elle avait du mal à vivre, à parler et à vivre avec ce qu'elle avait vécu, puisqu'elle a vécu un génocide au Rwanda et elle s'est cachée pour échapper à des personnes qui ont tué absolument toute sa famille et elle ne pouvait pas en parler. Et un jour où on faisait un regard croisé à l'Institut Bernard Magret, elle est venue, elle exposait ses œuvres puisque c'est une artiste. Et elle est venue me voir en me disant je t'ai choisi, je veux que tu m'accompagnes pour présenter mon histoire. Et elle dit regard croisé un jour, regard croisé toujours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cette audace de se livrer, de se raconter et de voir ô combien la réceptivité des gens est accueillante et bienveillante, quand on l'a eu une fois, cette audace, on la reproduit, on la recommence et on se guérit quelque part. Donc, c'est raconter sur son histoire, mais c'est aussi beaucoup de développement personnel. Hein. Je pense aussi à Katia qui était médecin urgentiste et qui a accueilli tous les blessés du Bataclan et qui est venue aussi faire un regard croisé. Voilà. Et elle m'a dit, ça vaut les 40 séquences psy que j'ai pu avoir, c'est mieux que des séquences chez le psy. Voilà. Donc ça fait plaisir. Je vais conclure sur une très belle phrase que tu m'avais dit l'autre jour.
En se révélant soi-même, on autorise l'autre à se révéler. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe pendant les regards croisés. Donc je vous invite tous à regarder sur YouTube tous les regards croisés qu'on peut trouver. Merci Aurélie. Merci Camille. Merci mesdames, merci Camille, merci Aurélie, et merci Charlie, merci Anne. Alors, Enora est une étudiante du DUT MMI où nous sommes ici à Bordeaux. Et Enora nous a envoyé une chronique, elle s'intéresse à quelque chose dont on parle finalement assez peu. Vous allez voir, il y a controverse ou pas, partagez-le si vous voulez. En tout cas, regardez cette petite chronique et on se retrouve juste après avec Nicolas Thierry. Ces dernières années, on a vu le mouvement Balance ton quoi, l'affaire Weinstein, le hashtag #MeAt14 sur Twitter et ce mois-ci, le clip Balance ton quoi d'Angèle. Provenant majoritairement des réseaux sociaux, ces mouvements ont permis à beaucoup de femmes de libérer leur parole et de dénoncer sans phare les agressions et les injustices dont elles étaient victimes. Donc on voit que la parole féminine se libère et que les choses se mettent à changer peu à peu. Mais les hommes, dans tout ça, on n'en parle pas trop. Pour se donner une idée, le nombre d'hommes violés en France est estimé à 5%, contre 16% chez les femmes. Cependant, la majorité des affaires médiatisées ne concernent que des victimes féminines. Le journal Le Monde publie en 2015 un article expliquant la situation des hommes battus et résume en une seule phrase. Tous les 3 jours, une femme décède sous les coups de son compagnon, peut avoir son équivalent pour l'autre sexe. Tous les 14 jours et demi, un homme décède sous les coups de sa conjointe. Alors on voit que dans des circonstances et agressions à peu près identiques, la loi du silence semble rester reine chez les hommes. À travers le travail colossal fourni par les associations féministes et les élus, la représentation des femmes comme inférieures et faibles s'efface peu à peu. Cependant, la conception de l'homme comme chef de famille, inébranlable et insensible et quelque peu obsédé et dominant reste présente dans les esprits. Et si, dans un autre registre, on s'intéresse au sexisme du quotidien ? En 2010, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a publié un rapport visant à transformer la position des hommes sur le combat contre les inégalités liées au genre et à améliorer l'équilibre homme-femme. Ils prennent pour exemple les congés paternité dans les pays scandinaves, ceux-ci, plus longs qu'en France, amélioreraient le partage des tâches et la santé mentale et physique des pères et de leurs enfants. En bref, pour aller vers un avenir plus juste, plus équilibré et plus égalitaire, nous devons faire avancer l'ensemble des droits de la population. À vouloir améliorer la condition féminine, il ne faut pas oublier de laisser l'autre moitié de l'humanité exprimer ses craintes, ses peurs et ses souffrances. N'oublions pas que la discrimination et le sexisme n'ont de genre que dans la langue française. Merci Enora et merci également à Pauline et Jérémy pour le coup de main sur le montage et l'habillage. Je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Nicolas Thierry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Éloi. Alors Nicolas, on a ici une habitude, chacun de nos invités, je pourrais faire un portrait très très long où je raconte tout votre parcours, mais non. J'ai pris votre compte Twitter et ça me sert de portrait. On va aller un petit peu plus loin bien sûr. Sur votre compte Twitter, vice-président région Nouvelle-Aquitaine, environnement et biodiversité, membre du bureau exécutif national de ELV, auteur de Se réconcilier avec le vivant, un ouvrage remarquable aux éditions L'Échiquier que je recommande, mais on y reviendra. Et alors pour aller un petit peu plus loin, j'ai juste pris le tweet épinglé, vous savez, le tweet que vous mettez en haut et qui annonce un petit peu ce que vous avez peut-être dans la tête. Sauf que lui, il date du 19 octobre 2017, donc ça fait quand même longtemps que vous avez ça en tête, et puis on va le voir. En fait, bien sûr, c'est normal que vous l'ayez en tête. Près de 80% des insectes auraient disparu en Europe, le CAC 40 est stable, imperturbable, les marchés réagissent donc à tout, sauf à l'essentiel. Ça c'était en octobre 2017, c'est pareil, ça reste épinglé ? Ça reste d'actualité. Les derniers chiffres de l'IPBES qui sont sortis montrent qu'il y a 1 million d'espèces qui ont disparu et les choses sont même aggravées depuis que j'avais rédigé ce tweet. Une autre question rituelle dans ces rendez-vous des futurs, une question que André Braille, qui a été notre invité, nous avait dit à la fin d'une émission, nous avait dit mais moi je suis sur Terre pour pouvoir expliquer à un enfant de 7 ans ce que je fais dans la vie. Il avait à l'époque 75 ou 76 ans et il galérait encore un petit peu. Et il arrivait, non, là j'y arrive peut-être pour un ado, mais 7 ans c'est compliqué. Vous me voyez venir, la petite question rituelle. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant qui vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je suis engagé en politique et du coup ça serait définir qu'est-ce que la politique pour un enfant de 7 ans. En tout cas de la manière dont je le vois. Pour moi, mon engagement c'est permettre au plus grand nombre de bien vivre tout en laissant un monde habitable à nos enfants et à ceux qui viendront. C'est déjà une belle ambition. Être politique, c'est un métier. Ça, c'est ce qui pourrait continuer de vous dire.
Non, évidemment, ça ne doit pas l'être. C'est un engagement sur une durée déterminée. Et ensuite, je pense que il faut aussi qu'il y ait du renouvellement. C'est évident. Parce qu'il y a l'usure, parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est un monde qui est assez conflictuel. On n'est pas là pour se raconter des histoires. Il y a du rapport de force. Les choses avancent. On porte ses convictions aussi avec du rapport de force, du débat, etc. Et c'est quelque chose qui est très usant. Et je vois mal comment on fait ça pendant 30 ans. Et il faut aussi, évidemment, la démocratie a besoin de respirer. Donc il faut aussi savoir laisser sa place. Laisser sa place, le renouvellement, ça passe évidemment par les jeunes. Depuis quelques semaines, en vous suivant, toujours sur le compte Twitter, c'est quand même super pratique ces trucs-là. On peut vous suivre. Et d'ailleurs, suivez le compte de Thierry, Nicolas Thierry, parce que c'est une grande visite de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Donc si vous n'êtes pas vraiment de la région, suivez-le. Parce que... Et puis, on est dans les coulisses de la région, on est dans les coulisses de la biodiversité. On y reviendra évidemment après. Les jeunes, vous en rencontrez beaucoup en ce moment. Notamment en ce moment, bien sûr, il y a une échéance électorale assez cruciale. Vous leur parlez d'engagement, vous essayez de leur dire qu'il faut s'engager, qu'il faut croire aux politiques, mais c'est quoi leur retour et surtout, comment vous arrivez à les bouger, à les motiver? C'est une vraie question, parce que je rencontre en effet beaucoup de jeunes, notamment ceux qui sont descendus, des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue, et c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est que quand on parle d'engagement, notamment chez les jeunes, on pense à l'engagement associatif, dans une ONG, dans un collectif, mais l'engagement politique est quasiment automatiquement oublié, ou en tout cas mis de côté. Et je pense que c'est une grave erreur. Parce que il y a un double enjeu aujourd'hui. On est dans une période de transition, on sait que le temps presse, et les gamins aujourd'hui qui sont dans les cours d'école notamment, on ne peut pas attendre qu'ils aient 30 ou 40 ans, ça sera déjà trop tard. Donc la jeunesse aujourd'hui, tout cas moi tout ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement pour que ces jeunes qui sont lycéens dans la rue puissent vivre dans un monde habitable demain. Et ça serait quand même le comble quand ils vont être adultes et quand ils vont arriver majeurs, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux, que en tout cas le monde qu'on est en train de leur préparer, ils le laissent dans les mains souvent d'une génération qui a vécu dans un autre monde. Exactement. Et il y a deux enjeux, il me semble, très importants. C'est déjà, on le constate tous, il y a énormément d'initiatives partout qui sont en train de fleurir sur le territoire, et aujourd'hui, elles manquent cruellement de financement pour changer d'échelle, pour qu'effectivement, que ces pionniers deviennent la norme. Et ça demande, ça nécessite effectivement de flécher les financements publics pour effectivement arrêter de financer aujourd'hui ce qui est néfaste à la fois pour l'homme et la nature, et plutôt aller vers des modèles plus vertueux. Et ça se passe bien en politique. C'est-à-dire qu'il faut être siégé sur les bancs des institutions pour faire les bons votes, pour flécher l'argent public. Donc ça, voilà une raison pour laquelle il faut qu'il y ait. Et il y a une deuxième raison très importante, c'est le changement de récit. Je m'explique. Le changement de récit, c'est-à-dire que si vous avez lu Harari, Sapiens ou Nancy Houston, vous disent que l'humain, sa particularité, et c'est peut-être seule particularité par rapport aux autres espèces, c'est la capacité à se raconter des histoires et à y croire. Et effectivement, quand un groupe d'humains se met à croire à la même histoire, eh bien, il se met à tout cas obéir aux mêmes lois et à collaborer de manière très efficace. Ça nous a permis de faire des trucs incroyables. Les pyramides, aller sur la Lune, et on peut collaborer de manière très vaste. Mais ça nous oblige aussi, en tout cas ça nous a amené plutôt à faire des erreurs terribles en pensant par exemple que notre planche de salut c'était la croissance infinie dans un monde fini, que cette autre mythologie aussi, que la technologie nous sauvera. Et il y a besoin, pour changer le récit, il faut changer les imaginaires. Et ceux qui ont accès à la parole publique, il n'y a pas que, mais ils prennent une part très importante, c'est les responsables politiques. Ils ont accès au débat public. Et si vous n'avez pas des responsables politiques qui racontent une autre histoire dans les médias, dans le débat public, qui montrent qu'il y a un autre champ des possibles, les choses ne vont pas avancer. Et donc, on voit bien où je veux en venir. C'est que si ces jeunes-là, qui savent déjà très précisément le monde dans lequel ils veulent, en tout cas ce qu'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas là pour le porter dans le débat public, c'est un gâchis énorme. Et il n'y a pas d'autre solution que de s'engager. Et je finis là-dessus. La politique, ce n'est pas quelque chose de repoussant. La seule chose qui peut être repoussante dans la politique, c'est la manière d'en faire. Autrement, la politique en elle-même, il n'y a rien de plus beau parce que c'est s'occuper d'autrui. Oui, après, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui peut-être à un moment de leur parcours peuvent être titillés par un engagement,
voit le politique, dans le politique, voit que c'est une négociation. Oui, il faut flécher les projets, sauf qu'il faut passer par énormément de réunions, de négociations, de compromis aussi, beaucoup de compromis, il faut vivre avec ça. Vous-même, à l'intérieur de votre livre Se réconcilier avec le vivant, vous stigmatisez le manque d'audace, le manque de courage politique. C'est un peu ce qui est pointé du doigt par jeunes et moins jeunes. Finalement, comment vraiment arriver à se motiver pour y aller ? Il y a une sorte de résignation qui s'est installée, qui consiste à s'être installé dans une politique de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y aurait un seul chemin possible, un seul horizon possible, et le politique ne serait là que pour accompagner ou réguler. On prend la question qui nous concerne ici, précisément l'agriculture. On est la première région agricole d'Europe. Donc on a, en tout cas être à la région, c'est une bonne tour d'observation pour voir ce qui se passe. On voit que quelle est la situation de l'agriculture aujourd'hui. On n'a jamais autant produit. On a des rendements absolument astronomiques. Même depuis peut-être le début de l'histoire de l'humanité, jamais on n'a autant produit. Pourtant, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Un agriculteur sur 3 touche moins de 400 € par mois. En 1950, il y avait plus de 2 millions d'exploitations, vous en avez 500 000 aujourd'hui. Et ce même modèle, il stérilise les sols, détruit la vie, dérègle le climat. Qu'est-ce que vous disent la majorité des élus et beaucoup de filières? La réponse à ça, c'est pas de problème, on va accélérer. On va encore plus industrialiser, on va sortir les agriculteurs des champs où on va mettre des drones et de l'agriculture connectée avec des tracteurs pilotés à distance, et on va concentrer encore plus les animaux pour être encore plus compétitifs. Et on voit bien que ça, c'est de la politique de l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est le monde industriel qui a un certain nombre de critères qui est quantitatif et compétitif et qui veut toujours aller plus loin. Mais est-ce que c'est la demande? Il suffit de se déplacer dans la région ou n'importe où pour voir que ce n'est pas la demande des citoyens. Les citoyens ils veulent manger local, bio, protéger la nature, faire attention à leur santé et que les agriculteurs vivent bien. Et ça a une réponse. Ça s'appelle l'agroécologie. C'est-à-dire que ce n'est pas plus de technologie, c'est redonner du sens à l'agriculture. Et là, on voit bien qu'il y a 2 choix possibles. Soit dans une politique de l'accompagnement où on accompagne tranquillement les industriels en se disant oui, attention quand même, allez pas trop vite, etc. Ou on porte dans le débat public une autre vision. Et je pense que c'est ça qu'il faut porter. Il faut sortir de cette idée de politique de l'accompagnement, parce que non, il n'y a pas qu'un seul possible. Il y a une pluralité de possibles, et il se trouve que beaucoup de citoyens aujourd'hui savent très bien ce qu'ils veulent. Et c'est souvent malheureusement en décalage avec ce qu'on voit. Sans oublier que on est en pleine élection européenne, et ce sujet de l'agriculture, il va être central, puisque le paysage des campagnes dans notre pays, et même le modèle agricole, il est conditionné par la politique agricole commune. C'est-à-dire que l'Europe verse 9 milliards € à la France avec des critères d'utilisation qui vont conditionner le modèle agricole. C'est là que c'est les députés, là, vous allez élire, qui vont décider de ça. Donc il ne faut pas se tromper. C'est là où le jeu démocratique, le jeu du politique est un jeu qui fait peur aussi, parce qu'il faut pour ça des politiques qui soient éclairés. Il faut qu'ils aient les éléments du choix, il faut qu'ils soient au courant des dossiers. Et vous avez dit alors sur Twitter, je ne me rappelle plus où, mais vous avez dit que c'était complètement anormal de vivre dans une société où finalement on attendait absolument toutes les réponses du politique. On pouvait le questionner sur n'importe quoi. Vous, par exemple, sur n'importe quel sujet, vous devriez avoir une réponse. Parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant un politique dire « je ne sais pas, je vais demander à des conseillers » ou « je ne sais pas ». On vit aussi ce paradoxe-là. C'est que finalement, on attend tout du politique, mais le politique ne peut pas tout. Non, elle ne peut pas tout. Du coup, il s'en remet évidemment à des experts ou à des lobbies. Ça questionne aussi la question du modèle démocratique, en réalité. Alors oui, il faut que les élus soient capables de dire « ça, je ne sais pas ». Et effectivement, j'entends la problématique, il faut que j'y réfléchisse. Il faut aussi être capable de dire que moi j'ai été élu en 1er janvier 2016. Entre la nuit du 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, je n'ai pas été touché par la lumière et je ne me suis pas mis à tout savoir dans la nuit. Évidemment, on monte en compétence sur les sujets, mais ça s'appelle aussi, on n'occupe pas un mandat tout seul. Ça veut dire qu'il faut aussi organiser la participation, la concertation, et ça touche aussi quelque chose de profond qui est le modèle démocratique. C'est-à-dire que la démocratie représentative dans laquelle on vit aujourd'hui, parce qu'elle est organisée comme ça, parce qu'il y a des échéances électorales toujours à court terme, ça induit
une surreprésentation des enjeux du très court terme. Parce qu'effectivement, plutôt la fin du mois que la fin du monde. Et c'est vrai que tout le monde occidental aujourd'hui, on est dans une démocratie représentative. Et l'enjeu, c'est comment on repense nos institutions pour intégrer du temps long dans la décision publique et dans les institutions. Et la Ve République, il suffit de voir comment ça fonctionne, n'est pas plus du tout adaptée à ça. Et ça, est-ce qu'il faut changer le Sénat? Est-ce qu'il faut penser le Césaire en chambre du temps long? Et ça ne se fera pas. Intégrer le temps long dans la décision publique, ça ne se fera pas sans mettre beaucoup plus de participation du citoyen dans la décision. La verticalité, elle mène au court-termisme. Un sujet clé qu'il faut vraiment qu'on aborde, un sujet fondamental, qui est un de vos gros périmètres, un de vos gros sujets au quotidien, la biodiversité. Dans votre livre, vous dites que nous avons finalement tous l'Alzheimer biologique. Parce que c'est vrai que dans le registre de la biodiversité, on est beaucoup plus sensible à... Il ne faut pas comparer les causes, bien sûr, à l'extinction du tigre de Bengale ou à l'extinction du panda, et du coup on en adopte un, on le fait parrainer par la présidente. Mais au final, le ver de terre, tout le monde s'en fout. On oublie de se préoccuper aussi de notre champ, c'est le cas de le dire, à côté de chez nous. Comment on explique ça et comment on y arrive? Même dans, ver de terre. Oui, même dans la sémantique, on appelle ça la biodiversité ordinaire. Comme si d'ailleurs la vie pouvait être ordinaire. Déjà, on voit bien que, effectivement, on est beaucoup plus sensible à la disparition des lions, des girafes ou des tigres qu'à l'hirondelle. On a un exemple très concret dans cette région, c'est le retour du loup. Le loup est en train de revenir en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, il n'est pas plus qu'en train de revenir puisqu'il est déjà là. Vous dites d'ailleurs que l'ours et le loup, c'est le miroir de notre relation avec la nature. Exactement. Quand on s'indigne de la disparition des abeilles, tout le monde a la main sur le cœur, je vois bien dans les assemblées, en se disant c'est terrible, il faut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une vision très utilitariste. C'est-à-dire on sait que ça pollinise et que pour l'agriculture et pour les rendements, ça va être un désastre s'il n'y a plus d'abeilles. Quand on commence à parler du loup ou de l'ours, qui peuvent perturber à la marge, à la toute petite marge, nos activités économiques, là tout de suite vous êtes assez seul dans l'Assemblée. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas utile, il ne faut pas conserver. Et justement, c'est cette idée-là. C'est que tant qu'on sera dans cette idée qui est qu'on ne conserve que ce qui est utile et qu'on a une vision du monde très utilitariste, ça mène au pire. Et ensuite, il y a la question de l'humilité derrière tout ça. C'est qu'on vit une période qui provoque une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire que dans 2-3 décennies, je prends un exemple, dans 2-3 décennies, on sera certainement capable d'envoyer une femme ou un homme, une femme j'espère, marcher pour la première fois sur Mars. On est étincelant technologiquement. Mais dans le même temps, il faut se dire qu'on dépend des vers de terre. Et c'est ça, et on les oublie. Et ça, et pour dire Edgar Morin, parce que c'est pas de moi, c'est pour ça qu'il dit, on est étincelant technologiquement, mais on est défaillant culturellement. On en est là. Et moi j'ai l'impression que ça, on en revient, mais ce soir on y reviendra tout le temps, sur le registre de la connaissance, le registre des choix conscients, la conscience citoyenne en gros. Finalement le ver de terre, les gens ne savent pas vraiment quelle utilité il apporte. Le renard, on l'a chassé. Or, si on avait seulement une vision ultra-utilitariste, on l'aurait peut-être préservé un petit peu plus. Parce que, et c'est là où vous êtes beaucoup plus connaisseur que moi, il a un lien avec la maladie de Lyme. Oui, tout à fait. On ne va peut-être pas l'expliquer on va pas expliquer précisément là, mais en effet, les études montrent aujourd'hui que les zones où on arrête de réguler le renard, effectivement, il y a beaucoup moins de tiques infectées. Donc, encore une fois, on ne va pas expliquer pourquoi ici, mais c'est aussi un allié des agriculteurs, puisqu'il régule aussi les rongeurs pour les céréales, enfin pour les champs agricoles, et ça évite de mettre des pesticides. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne connaît plus le vivant. Non, on ne connaît plus le vivant. Mais d'un autre côté, on a considéré que c'était aussi une espèce qui pouvait perturber nos activités économiques à très court terme parce que ça pouvait attaquer certains élevages, etc. Aujourd'hui, on est sur des chiffres fous. C'est-à-dire qu'en France, on tue chaque année entre 500 000 et 1 million de renards et hors période de chasse. C'est-à-dire que quand la chasse ferme,
on peut continuer à éradiquer ces animaux, même les petits, au printemps dans les terriers. Parce que on considère que ça a pu véhiculer des maladies, parce que ça peut être une menace, etc. Alors que là, c'est l'exemple parfait. Les études scientifiques montrent que si on arrête de réguler cette espèce, on fera une économie en termes de pesticides, et en plus on protégera notre santé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et Gilles Boeuf, il est peut-être passé au rendez-vous du futur, je ne sais pas, voilà, l'explique très bien, et ça montre encore une fois, on n'est pas à côté en surplomb, on fait partie de la biodiversité, les écosystèmes et la vie sur Terre est interdépendante, on fait partie de la vie sur Terre, donc évidemment quand on dérègle les choses à ce point, ça nous impacte à un moment ou à un autre. Un dernier, parce que je vois que l'heure tourne, un dernier exemple pour montrer vraiment notre paradoxe et notre méconnaissance du vivant. C'est quelque chose que j'ai découvert, je l'avoue, je l'ai découvert vraiment en vous lisant. Vous parlez du ballastage, les eaux de ballast. Alors, en quelques mots, si c'est expliqué avec mes mots, c'est un grand bateau qui utilise, en gros, on a besoin des ballasts pour se maintenir à l'équilibre. Il passe vers le Japon, il ouvre ses grandes citernes, et puis, en gros, il les vidange au large de la Californie. Sauf qu'il prend des espèces au large du Japon et il les balance en Californie. Ce n'est pas du tout les mêmes espèces normalement. Donc en gros, il détraque tout. C'est ça? J'ai bien résumé? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une des raisons de l'érosion de la biodiversité. C'est la multiplication et le déplacement d'espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui sont déplacées à des milliers de kilomètres. C'est vrai sur Terre aussi, on a le frelon asiatique ici, et qui viennent effectivement menacer les espèces locales, et ça s'ajoute à d'autres facteurs d'érosion qui sont la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Quand vous faites un supermarché ou une autoroute, mais vous fragmentez les habitats, vous détruisez des espèces. Ça, c'est la première raison, et de très loin. Ensuite, il y a la pollution des écosystèmes, industrie chimique, agriculture chimique, qui pollue l'eau, l'air, la terre. Il y a les espèces invasives, on en a parlé. Il y a la surexploitation des espèces. Le grand bateau de pêche qui ratisse les fonds sans laisser aucune vie, ça en fait partie. Et le dérèglement climatique, évidemment, qui vient en facteur aggravant, en plus de ces facteurs-là, qui obligent les espèces à se déplacer, et elles n'ont pas toutes ce luxe, en tout cas elles ne sont pas toutes assez rapides pour pouvoir retrouver des écosystèmes équivalents. Là, vous avez les différents facteurs contre lesquels on doit lutter si on veut préserver la vie sur Terre. Merci Nicolas, la route est longue, mais merci beaucoup et merci pour cet ouvrage. Se réconcilier avec le vivant, aux éditions de l'Échiquier. Une ode à la vie, une ode au vivant, une ode à l'humain aussi, l'humain. Bref, on fait partie d'un tout. Charlie, c'est à toi. Charlie, tu es avec Annabelle Talley. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Bonsoir Annabelle Talley, vous êtes chargée de mission chez Atis et vous êtes cofondatrice de l'Institut de beauté solidaire. Alors en préparant cette émission, ensemble, on a essayé de dresser un petit peu tout votre parcours. Alors vous avez étudié la sociologie, l'anthropologie pendant quelques années, puisque vous êtes thésarde dans ce domaine-là. Donc il y a un goût pour l'autre, on va dire, l'autre ou les autres. Aujourd'hui, vous travaillez pour Atis, qui est un acteur qui accompagne les entreprises sociales et solidaires en Nouvelle-Aquitaine. Et vous participez à pas mal de projets, la Fabrique à initiative, pour faire émerger des besoins sociaux pas toujours bien satisfaits. Vous accompagnez des entreprises sociales dans différents domaines, hein, ça va de la gestion des déchets, la grande précarité, la culture, l'éducation. Dans le cadre d'Atis aussi, vous accompagnez des entreprises dans le cadre d'un incubateur. Je crois bien que vous avez même accompagné Supercop. On les a accompagnés déjà. Dont on a entendu parler tout à l'heure avec Anne Monlobou. Il y a des projets aussi, Start-up des territoires et tout ça. Alors, on ne va pas pouvoir passer en fait tous les projets. Je suis désolé, on a un temps limité. On va peut-être zoomer sur un projet un peu plus récent sur lequel vous avez travaillé, qui s'appelle l'Autre Institut, un institut de bien-être solidaire. Qu'est-ce que c'est que ça, Annabelle, un institut de beauté, de bien-être solidaire ? Alors, un institut de bien-être solidaire, comme son nom l'indique, c'est avant toute chose un institut de bien-être. Donc, on y propose, comme dans n'importe quel institut, à la fois des soins du visage, soins du corps. On peut faire un hammam, on peut venir se relaxer, se faire épiler si besoin. Donc, ça fonctionne vraiment comme n'importe quel institut que vous pouvez trouver
Notre différence à nous, c'est que on va faire plusieurs choses. On va accompagner des femmes en situation d'insertion professionnelle. Donc ces femmes, ce sont des praticiennes du bien-être qui, pour différentes raisons, ont dû arrêter leur activité ou n'ont peu ou pas pratiqué. Et donc on va leur offrir une sorte de tremplin, un sas, pour pouvoir retrouver confiance en leur métier. Donc pour ça, on bénéficie d'un conventionnement avec l'État. Et donc nous sommes entreprise d'insertion. Et donc vous avez ouvert, je crois, en 2018 et aujourd'hui, il y a trois salariés, c'est ça? Tout à fait. Il y a 3 salariés, dont 2 personnes en situation d'insertion professionnelle. Et alors comment elles ont été accompagnées? Alors, elles ont des parcours toutes deux très différents. On a une jeune femme qui s'appelle Akram, qui arrive d'Iran. Elle est réfugiée politique, elle ne parle quasiment pas notre langue et son diplôme n'a pas d'équivalence en France. Donc pour elle, très compliqué de s'insérer sur le marché du travail. Elle arrive avec sa famille. Aujourd'hui, elle a besoin de ressources économiques, mais elle a aussi besoin de faire son métier et de trouver des gens qui lui font confiance pour pratiquer son métier. Donc à l'Institut, elle peut apprendre comment on pratique les soins de bien-être, nous, ici, dans notre pays. Mais elle nous enrichit aussi beaucoup parce qu'elle nous apprend comment on les fait chez elle en Iran. Et l'objectif pour elle, c'est à terme, au bout d'1 an ou 2 de parcours, de pouvoir valoriser les acquis de son expérience à notre institut. Voilà, on a Eva, qui est notre 2e salariée en parcours d'insertion, qui, de la même manière, est une jeune femme avec une vie assez compliquée, chaotique, qui vient retrouver confiance en elle et en son métier au sein de notre institut. Comment les clients, les clientes en fait, qui viennent dans l'Institut en fait, abordent les choses en fait, dans quel état d'esprit? Alors à ce jour, comme vous l'avez dit, on a ouvert en novembre, donc on a essentiellement une clientèle qui est plutôt une clientèle solidaire, c'est-à-dire que les personnes qui viennent se faire masser ou faire un hammam sont des gens qui le font parce qu'ils portent une conviction, ils ont envie de participer à un projet de solidarité. Et donc, ils accueillent les soins de Akram et de Eva très favorablement, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de consilience également. Ce qu'on veut développer maintenant, c'est la clientèle qui est pas forcément solidaire, qui vient tout simplement parce qu'on a envie de se faire du bien, on a envie de se faire chouchouter, on veut faire un hammam. Et cette clientèle-là, il faut qu'elle vienne à l'Institut tout simplement parce que notre modèle économique est basé sur notre capacité à générer de la ressource suffisante pour alimenter des fonds dédiés à la socio-esthétique. Alors, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu de ce fonds? Alors, le fonds dédié à la socio-esthétique, il va nous servir à proposer des soins adaptés, spécifiques, qui vont travailler plutôt sur la question de l'estime de soi auprès de publics qui sont vulnérables, des femmes et des hommes fragilisés, en rupture sociale, familiale, scolaire, victimes de violences, etc. Merci. On voit que vous êtes très actifs, vous avez beaucoup de projets. Je ne vais pas dire dans tous les sens parce que ça pourrait être péjoratif, mais voilà, parce qu'il y en a pléthore. Oui. Quel est votre carburant? Voilà, d'où vient toute cette énergie et cette envie? Alors, je crois que pour travailler dans le champ de l'économie sociale et solidaire, il faut être profondément convaincu qu'on a besoin de changer de modèle collectivement. Et je pense que c'est profondément le sens de mon engagement. Et en arrivant de l'anthropologie, c'est ça qu'on apprend, c'est la question du collectif et des communs. Et puis je crois que je suis entourée de personnes incroyables qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie. Au sein de notre institut, on a quand même 9 femmes qui sont engagées, qui passent du temps bénévolement sur l'institut. Et je pense que ça, c'est aussi un carburant. Merci beaucoup Annabelle pour cette énergie. On va en prendre un petit peu si vous voulez bien. Merci. Et puis on va pouvoir suivre en fait votre actualité. Je passe la parole maintenant à Camille qui va nous présenter une nouvelle actrice du changement de la région de Bordeaux. Merci Charlie, merci Annabelle. Alors moi je reçois la Benjamine de l'étape, c'est Anaïs. Anaïs, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et puis on va essayer de voir. C'est très difficile de te mettre dans une case et c'est ça qui est intéressant. Donc je ne vais pas te catégoriser et du coup tu vas nous raconter ton parcours et petit à petit on va voir où tu en es aujourd'hui.
Bonsoir Camille. Mon parcours, donc j'ai commencé, je vais parler de mes études, hein, c'est classique. J'avais de fortes convictions par rapport à tout ce qui était environnement, donc j'ai décidé de m'orienter vers des études hygiène, sécurité, environnement qui sont assez globales pour ensuite me diriger vers le métier d'ingénieur environnement. Ce qui m'a permis d'acquérir une vision assez globale de par les expériences que j'ai eues, parce que j'ai pu travailler dans l'industrie, dans le BTP, et me rendre compte qu'il était nécessaire d'avoir une vision, j'avais besoin d'avoir une vision systémique. Donc après avoir travaillé dans l'industrie et le BTP, j'ai décidé de partir voyager pour me rendre compte d'une autre vision, d'avoir une autre vision du monde et voir comment les problématiques environnementales et humaines étaient prises en compte. Donc pendant ce voyage, tu as pu expérimenter plein de choses, notamment le woofing. Oui, tout à fait. Tu peux nous dire ce que c'est ? Donc le woofing, c'est le fait d'aller dans des fermes, généralement qui sont bio, et d'expérimenter l'agriculture, mais aussi parfois la construction, enfin diverses activités. Et c'est pendant mon expérience à l'étranger que j'ai découvert la permaculture et que je me suis dit waouh. Ça résume vraiment une belle pensée, le bon sens paysan. Enfin, voilà, je m'y retrouvais vraiment. Donc j'ai décidé de creuser un petit peu plus cette thématique. Et après, donc, tu es revenu en France, tu t'es lancé un peu dans l'entrepreneuriat. Alors, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais envie de découvrir le milieu associatif. Donc, c'est là que j'ai décidé de m'investir au sein de Mouvement Colibri. Qui m'a attirée par le côté transversal, c'est-à-dire vraiment systémique. On aborde tout ce qui est agriculture, éducation, économie, démocratie. Voilà, ça me paraissait aborder un large panel de notre société. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette association. Et en parallèle, pour des questions financières bien sûr, j'ai repris un travail dans le BTP. Et là, dans tout ce qui concernait les énergies renouvelables. Ça m'a amené à découvrir ce secteur. Alors, on va pas faire tout ton parcours, mais aujourd'hui, là où tu en es, donc tu étais encore citadine bordelaise il y a quelques mois, et là, tu es partie t'installer dans les Landes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu y fais et quels sont tes projets ? Alors, déjà, pourquoi je suis allée dans les Landes ? Parce que j'avais besoin de me reconnecter à la nature, parce que j'ai pas grandi en ville, en fait, donc j'ai vraiment senti un peu cette déconnexion, enfin pour moi. Donc j'ai eu envie de retrouver la campagne et d'y découvrir ce qui s'y passait au niveau alternatif. Et histoire d'avoir une vision globale, j'ai essayé de me mettre dans le réseau en repratiquant le woofing. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir fait du woofing dans une ferme m'a amené à obtenir un travail dans cette ferme. Donc je vais pouvoir travailler pour la ferme de Bénico, pour ceux qui connaissent dans les Landes. Je fais un petit peu de pub. Et en parallèle, j'essaie de redévelopper mon activité en tant que micro-entrepreneur. Et j'aimerais l'orienter vers les discussions avec les élus. Donc c'est ce que je commence à faire doucement. Je suis allée rencontrer un élu de la ville dans laquelle je suis installée pour notamment lui parler de collapsologie, d'effondrement et voir comment cette thématique était abordée sur le territoire landais. Est-ce que c'est un sujet dont il avait entendu parler déjà ? Vaguement, donc mais j'ai senti qu'il y avait quand même une volonté de discuter de ce sujet et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je vais d'ailleurs lui donner un bouquin qui parle de ce sujet dans la semaine. Donc je me dis que c'est positif, que les élus en fait attendent que les citoyens viennent les voir pour leur parler de ces sujets en fait. Donc si tu avais un message, ce serait dire à tous les citoyens en fait d'interpeller les élus en fait. Souvent, je rencontre des personnes qui me disent en fait nous on attend que ça, on attend que les citoyens viennent nous voir. Donc on se sent un peu dans des cases comme tu disais au début et on n'ose pas faire le pas d'aller rencontrer les élus et pour moi ça me semble en fait maintenant que j'ai testé, je me dis bah ouais, il faut continuer, il faut oser. En fait, il faut oser. J'ai envie d'oser en fait, beaucoup plus. Voilà. D'accord. Il y a un événement que dont tu voulais parler au mois d'août qui va se passer sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Donc c'est le festival Sans Transition qui aura lieu
à Saint-Lézin, en Anjou. D'ailleurs, il y a une personne qui est dans la salle et qui l'organise avec moi, qui co-organise. Le but de cet événement, en fait, c'est de parler des récits autour de l'effondrement, qu'ils soient politiques, pratiques, humoristiques. Nicolas Thierry en parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc, c'est aborder ce sujet et le diffuser et en parler, en fait. Oser en parler entre nous, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous face à cette thématique qui nous concerne tous. Et c'est comment libérer un peu la parole et comment rigoler sur le sujet, mais aussi le traiter de manière sérieuse. Super. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Et merci Camille, merci Anaïs. On va se retrouver juste après une chronique. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'ils faisaient dans la vie. Je sais qu'ils sont souvent chez eux, sur un canapé. On leur a donné carte blanche. Ils sont étudiants en DUT MMI. Lucas et Mathis, merci à eux. Ils nous ont envoyé une petite vidéo. On se retrouve après avec Aurélie Piette. Eh mec, est-ce que t'as vu le dernier Avenger? Le dernier quoi? Attends, t'es en train de me dire que ça fait 10 ans que t'es pas allé au cinéma? En gros, Thanos, tu vois, c'est un Shrek violet mais qui vit dans l'espace. Et dans ce même univers, bah, t'as des pierres de toutes les couleurs qui donnent un max de pouvoir. Ok, si je comprends bien, t'as une pierre Dipsy, une pierre Lala. Thanos, tu vois là, il veut réunir les pierres couleur Teletubbies. Et avec ça, il va zigouiller la moitié des espèces vivantes. Avec un claquement de doigts. Tu vois, c'est pour rétablir une sorte d'équilibre. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais quel équilibre du coup? Bah, en gros, tu vois, sur Terre, on n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Tu vois, il y en a qui crèvent la faim, il y en a d'autres qui sont bien. Ouais. Si tu tues la moitié des mecs qui sont sur Terre, tu vois, bah, les autres, ils sont saucés en fait. Ah ok. En fait, Thanos, c'est un espèce de Greenpeace du cosmos, mais version extrême. Là, je suis perplexe. Ok. Mais si il a le pouvoir de faire disparaître la moitié des êtres vivants dans l'univers, pourquoi à la place il double pas tout simplement les ressources comme ça tout le monde en a? Bah, en fait, c'est que. Putain, mec, tu viens de me faire penser qu'il y a des solutions alternatives en fait pour éviter ça. Ouais, mon pote. Ouais. On se fait une bière? Ouais, carrément. Merci beaucoup Mathis, merci Lucas, merci pour cette chronique détonnante, étonnante, stupéfiante. Merci en tout cas. Bonsoir Aurélie Piette. Bonsoir Éloi. Aurélie, vous avez publié Quand l'Homo economicus sautait l'élastique sans élastique chez Plomb. On va voir évidemment la couverture arriver. Alors, je présente les invités sous forme de portraits très très rapides. Et vous, c'est particulièrement succinct. Je suis allé voir sur votre profil Twitter. Bon, bah, on ne peut pas aller plus droit au but. Économiste, chercheur, auteur, conférencière, l'économie de demain. Hashtag réinventons l'économie. Tout est dit là-dedans? Ça résume. C'est tout ce que vous êtes en ce moment, c'est ça. Alors, moi, juste une petite parenthèse. J'ai lu cet ouvrage, évidemment, et habituellement, l'économie, c'est pas totalement mon truc, je l'avoue. J'étais même un petit peu perplexe, j'avais un petit peu peur avant. Je me disais, oh là là, il y a beaucoup de pages. Mais, et puis il y a tous les souvenirs qui remontent, bref. Mais il y a, déjà, c'est très vivant, c'est très dynamique, et il y a énormément de tableaux récapitulatifs. C'est une super idée, ça, tous ces tableaux qui permettent de faire le point. Oui, là, je les montre, mais on ne les voit pas, mais ça permet vraiment de faire le point sur tout un tas de concepts, parce que, et ça va nous permettre de rentrer direct dans le vif du sujet, si on n'a pas les éléments de contexte, si on partage pas le constat, en gros, on peut difficilement vous rejoindre sur le chemin, sur le chemin de la solution. C'est pour ça que vous avez voulu vraiment prendre ce temps de la pédagogie, de l'accessibilité. Alors, merci Éloi pour la promotion du bouquin. Je cherchais quelqu'un, donc j'ai trouvé, je crois. Alors la pédagogie, c'est évidemment fondamental, surtout en économie. C'est une discipline qui rebute un petit peu, qui peut être complexe. Donc j'ai été vraiment animée par ça.
fallait que ça soit pédagogique, parce que le message c'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne le système dans lequel on est aujourd'hui. Et puis si on veut que le changement advienne, il faut aussi comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, et puis comprendre ce qui est en train de changer, vers quoi on va, et comment s'en emparer pour justement faire en sorte que ça change. Et oui, et alors, si je suis un enfant de 7 ans et que je vous demande ce que vous faites, imaginons que vous me répondez « je suis économiste », c'est quoi un économiste en 2019 en fait? Alors, je réfléchis à ce que j'aurais pu dire à ma fille. Et puis, j'ai eu le temps de réfléchir parce que tu as posé la question tout à l'heure, Nicolas. Oui, ça aide. J'avoue. Je lui dirais que j'essaye de comprendre le monde dans lequel les hommes vivent. Et j'essaye de trouver des solutions pour que les hommes vivent mieux, pour qu'ils soient plus heureux dans ce monde-là. Et j'essaye d'expliquer après. Pas tous, j'essaye de le comprendre, j'essaye de trouver des solutions et ensuite de le transmettre, d'essayer de le faire comprendre aux autres. Donc ça, c'est votre rôle à vous. C'est pas totalement ça le rôle de l'économiste classique qu'on voit à peu près partout. En fait, on imagine qu'on est dans un monde d'économistes, mais on ne sait pas bien en quoi ils sont utiles, où ils sont. Il fait quoi l'économiste? Oui, c'est comme ça que je le vis effectivement à titre individuel. L'économiste aujourd'hui, à mon goût, il ne remet pas suffisamment en question l'économie, ce qu'elle est, son essence même. On ne se pose plus la question de finalement à quoi ça sert l'économie. Et je trouve que l'économiste aujourd'hui, il est plongé dans un dogme dominant, j'allais dire, dans une doctrine dominante et sans vraiment remettre profondément en question ce à quoi ça sert, son essence même. Quel est le rôle de l'économie? Parce que je crois qu'elle doit évoluer avec le temps. Elle a évolué avec le temps. Elle n'évolue plus aujourd'hui depuis qu'elle est devenue une science, depuis le 18e. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui de réinventer cette économie-là, de reposer les questions sur, essentielles à mon goût, à quoi ça sert finalement et est-ce qu'elle sert vraiment l'homme aujourd'hui? Oui, à quoi sert, alors non pas à quoi sert l'économie, mais à quoi sert l'économiste qu'on voit partout, on a l'impression qu'il est aux commandes. Il faut être économiste si on veut être aux commandes. Et vous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en vous lisant, effectivement, c'est comme un pavé dans la mare. Vous leur dites un peu à tous, mais vous n'avez rien compris, ou alors vous servez vraiment à rien, en gros. Je schématise volontairement. Oui, l'idée c'était, comme je dis, de réinventer tout ça, de se poser les questions. Et puis, l'ayant vécu, parce que j'ai étudié aussi tout ça, j'ai été à l'université, même avant, au lycée, tout ce qu'on nous enseignait, je me disais, mais c'est pas possible, on peut aspirer à mieux, on peut faire autre chose, et comment est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et donc, oui, j'étais habitée par ça, et l'idée c'était de sortir de tout ça, de casser un peu tout ça, et de trouver de nouvelles réponses, parce qu'aujourd'hui, il faut que le changement soit profond. Donc, oui, on parle de disruption, il faut que ça soit disruptif, donc il faut vraiment remettre en question les choses, remettre tout à plat et voilà, se poser des questions essentielles. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il se reproduit l'économiste. Donc à un moment, comment, à partir de quoi on peut changer? L'économiste, il est formé par d'autres économistes dans les modèles actuels. Oui. À partir de quel moment on fait le petit pas de côté pour changer un petit peu de vision? En lisant le livre. Excellent. Et puis voilà, la mission dans laquelle je veux m'engager aujourd'hui, c'est justement dire que on peut l'enseigner autrement. Tous les nouveaux modèles qui émergent, l'économie alternative, tous les modèles alternatifs au système en tout cas, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la blue economy, tous ces nouveaux modèles qui sont en train d'émerger ne sont pas enseignés aujourd'hui. Voilà. Et il faut effectivement aller vers ça. Il faut enseigner, il faut parler de ça aux jeunes aujourd'hui, parce que c'est l'avenir, c'est demain. Et quand vous leur en parlez, vous, aux jeunes, parce que vous les côtoyez encore, oui. Ils réagissent comment? Ils ont les yeux qui brillent. Ça les perturbe un peu aussi, j'imagine. Ça les perturbe, mais en même temps, ça les rend enthousiastes, je trouve. Ouais. Vraiment, foncièrement, ça ouvre des perspectives. Voilà, on leur dit, j'essaie de leur dire, il y a autre chose aussi. Voilà, il y a autre chose. Essayez de vous emparer aussi de tous ces systèmes-là, alternatifs. Si jamais vous vous engagez pas dans cette voie, vous pouvez peut-être amener quelque chose, une valeur ajoutée dans l'entreprise vieillissante dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est l'idée. Et puis voilà, l'idée c'est de faire des conférences, de transmettre le message, de diffuser. Donc, vous tous, diffusons. Et alors du coup, on commence par quoi? Parce que c'est vrai que on a l'impression que vous remettez en cause énormément d'indicateurs actuels. Il y a tous les indicateurs de croissance, vous remettez en cause le PIB, l'économie vue comme une science. Une science, on n'en déroge pas, c'est comme ça. Sauf que l'économie, c'est peut-être un petit peu plus souple aussi. La sacro-sainte pensée de la croissance. Du coup, on commence... ou plutôt, si vous deviez avoir juste une suggestion à faire pour vraiment changer, ce serait laquelle, là, pour commencer?
Une pour changer. On remet quoi en cause, l'économie. là, tout de suite? La vision du monde qu'on a aujourd'hui. C'est profondément ça. Il faut comprendre que l'économie, elle dépend complètement de la vision du monde dans laquelle on est aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle vision du monde, il y a un nouveau rapport au monde qui est en train d'émerger, parce qu'il y a de nouvelles découvertes scientifiques qui nous amènent à ça. Il y a une évolution sociétale, des révolutions sociétales aussi, qui sont silencieuses, mais qui sont là et qui vont dans le bon sens. Il y a aussi de nouveaux outils donc, économiques dont on a parlé, des économies alternatives qui vont dans ce sens-là. Il y a de nouveaux outils technologiques aussi. Donc il y a tout un contexte qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui nous permet de réinventer l'économie. Et réinventer l'économie, pour moi, c'est revenir aux axiomes de base de l'économie, aux principes fondamentaux de l'économie. Ce qu'est le besoin, parce qu'aujourd'hui, l'économie, ça sert à quoi? L'économie sert à satisfaire les besoins des individus, mais des besoins qui sont considérés comme illimités, en produisant toujours plus de biens. Et peu importe les biens qu'on fabrique, et peu importe comment on les fabrique, en polluant. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Les besoins, on doit repenser ces besoins. On ne doit plus mettre de hiérarchie entre les besoins. Ce n'est pas plus le besoin matériel que le besoin immatériel. On doit prendre en considération ce besoin aussi immatériel d'estime de soi, de respect. Voilà, sans hiérarchie. La richesse doit être repensée, le principe de la richesse. Ça, ce sont les principes de base. Le principe de la richesse, ça doit être évidemment une richesse qualitative qui doit être envisagée uniquement. Et enfin, le dernier élément, c'est la nature, évidemment. Elle doit faire partie intégrante des axiomes de l'économie. Des principes de base. La nature ne doit pas être considérée comme un stock inerte de ressources. La nature, elle doit être considérée comme une source infinie de connaissances dont on doit s'inspirer, c'est le biomimétisme, et qu'on doit respecter profondément parce qu'on en fait partie et qu'on est complètement liés. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu toute une époque, l'époque des grandes conquêtes. C'était pas la conquête pour la conquête, c'était la conquête pour quantifier, pour estimer, et puis pour après commercialiser, bien sûr. Et énormément de choses sont parties de là, j'ai l'impression. Puis il y a eu Descartes, bien sûr, qui nous a mis dans des cases aussi. On lui doit beaucoup, mais on a l'impression que c'est ça. Il faut essayer de rechevaucher des lunettes, mais peut-être de l'époque des philosophes. Vous en parlez, ou de l'époque d'une certaine renaissance aussi. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je crois qu'on est en train de rentrer dans un nouveau paradigme. On n'en prend pas conscience parce qu'on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. Il faut vraiment qu'on adopte une vision globale. Et en plus de ça, l'avantage d'intégrer une vision globale et transversale, c'est qu'on voit plein de bonnes choses aussi qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Mais les médias ne nous y aident pas, et puis parce qu'on est dans le court-termisme. Mais quand on prend vraiment du recul, quand on prend de la hauteur, et c'est indispensable, c'est comme quand on est en conflit avec quelqu'un, si à un moment donné on ne prend pas de recul, on ne se pose pas un peu pour réfléchir à tout ça, on n'est pas très objectif dans la façon d'envisager les solutions. Et donc là, c'est la même chose en fait. Il faut absolument, impérativement, prendre du recul, prendre de la hauteur. Il y a aussi plein de choses qui sont en train de se passer et qui vont dans le bon sens. Donc en gros, oui, non, il faut garder la foi, il faut garder un certain enthousiasme pour le changement. En gros, un pays, la richesse d'un pays ne devrait plus se borner seulement à son PIB, c'est plus forcément indexé sur ses richesses pécuniaires, mais également sur tout ce qui est immatériel. Complètement. Et sur sa qualitatif. biodiversité et sur tout. L'objectif principal pour moi de l'économie aujourd'hui, ou du nouveau modèle économique, ça devrait être de rendre service à l'homme dans le respect de l'environnement et qu'on ait une croissance éminemment qualitative et même uniquement qualitative. La croissance, il faut qu'elle soit qualitative, il faut que ça soit une richesse environnementale, une richesse sociétale, une richesse sociale, c'est ce à quoi on doit devenir. Et en fait, le quantitatif doit être au service du qualitatif, uniquement. Vous dites, à l'intérieur du livre, vous parlez beaucoup des créatifs culturels, et qu'en gros, l'avenir leur appartient. Et il y aurait plus de 2 milliards de personnes, de terriens, qui sont des créatifs culturels. C'est quoi un créatif culturel ? Alors, les créatifs culturels, c'est une nouvelle catégorie de citoyens qui ont émergé d'une étude de Paul Ray, je crois, un Américain, si je ne me trompe pas. Ce sont des gens qui aspirent à des nouvelles valeurs, des valeurs plus qualitatives, tournées vraiment vers les préoccupations des hommes, de l'environnement, vers des préoccupations écologiques. Et c'est des gens qui essayent de mettre en place de nouveaux systèmes alternatifs à notre société de consommation. Et c'est tous les gens qu'on voit dans le documentaire Demain de Cyril Dion aussi, que ça soit au niveau énergétique, au niveau alimentaire, au niveau de l'école. C'est tous ces gens-là qui sont en train d'initier quelque chose de nouveau, les créatifs culturels. Alors, ils ne sont pas forcément encore mobilisés, ils ne sont pas forcément ensemble, mais l'idée, justement, et d'ailleurs, c'est ce qu'essaye de faire Cyril Dion, c'est de rassembler tout ça, ce mouvement, pour créer un mouvement de fond, un mouvement de foule. Et je trouve que ce qu'il fait, d'ailleurs, je suis assez admirative et je crois beaucoup en ça. Aujourd'hui, il faut absolument se mobiliser. Il faut montrer aux politiques ce qu'on veut pas. Et ça passe par là. Il faut se faire voir. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut s'engager peut-être aussi, oui. en politique ou dans des associations, dans des...
Reprendre son pouvoir. Il faut reprendre son pouvoir. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici dans les Rendez-vous du futur, c'est le sujet toujours de l'accessibilité, du partage de la connaissance. Là, on a l'impression que la route est encore loin, parce qu'il faut que toute cette nouvelle approche doit être partagée, mais ça commence à l'école, à l'université, c'est dans les médias également. Les économistes qui travaillent, les journalistes économistes, ne se relaient qu'entre eux, finalement. Donc là, c'est pareil. Par où on commence? Je ne vous demande pas des miracles. Hein, si on devait commencer demain par quelque chose. Non, comme je te disais, c'est diffuser le message, c'est aller auprès des étudiants, non, c'est se mobiliser, comme je disais, comme Cyril Dion le fait, c'est mobiliser tout le monde, c'est que le message se diffuse, c'est que... Oui, c'est prendre son bâton de pèlerin et labourer son sillon. En gros. Un sujet qui est abordé pas mal dans ce bouquin, pas mal, pas au sens qualitatif, génial, parce que c'est forcément génial, mais pas mal aussi parce que vous en parlez beaucoup. Le biomimétisme. En gros, on est au commencement du commencement, comme dirait Edgar Morin. On n'a encore rien vu, rien vraiment fait, alors qu'on a énormément de choses c'est un peu vulgaire, mais à en tirer encore de la nature, mais rien qu'en l'observant cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ou en dire du biomimétisme? Ben on doit s'en inspirer. C'est ce qu'on dit, c'est une bibliothèque vivante qui a trouvé des solutions incroyables depuis 3 milliards d'années. Et il faut... c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. On doit s'en inspirer. Elle a réussi, cette nature, à évoluer. Elle a réussi à être extrêmement créative, à survivre dans des situations compliquées. Et je crois on a tout à apprendre de cette nature-là. Ouais. Je voudrais, avant qu'on ne peut pas finir sans dire déjà que la préface est de Jean Stone et que alors c'est la postface ou non, où vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'il fait partie du livre. Marc Luix, vous en parlez aussi dans vos remerciements bien sûr, mais également dans une autre approche du monde. Lui, Marc Luix, parle notamment de la société il dénonce la société du patriarcat dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qui pourquoi en gros on devrait regarder aussi un petit peu de ce côté-là pour changer de vision, changer de regard? De quel côté du patriarcat, du matriarcat, pour changer un petit peu là-dessus? Ça fait partie de cette vision du monde dans laquelle on est. On est dans un monde aussi qui est éminemment patriarcal, et les changements sont en train de venir aussi. Ces nouvelles valeurs dont je te parlais tout à l'heure aussi, qui silencieusement arrivent. C'est des valeurs plus féminines, des valeurs de douceur, des valeurs de communication, des valeurs plus collaboratives justement qui se développent face à des valeurs de force, de performance, de cet univers-là dans lequel on est. Donc ça fait partie des signaux faibles qui sont en train d'émerger et qui vont, selon moi, dans le bon sens, vers un rééquilibrage en tout cas. Donc ça va avec le thème effectivement le thème que vous avez choisi de l'émission, Demain on fait un équilibre. Avec une question. Donc vous dites oui. Oui. Alors rééquilibrage oui, équilibre je sais pas, mais en tout cas on va vers un rééquilibrage au niveau des valeurs je crois, mais pas que, au niveau de la vision du monde, parce que cette vision du monde elle était extrêmement rationnelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais celle vers laquelle on va, elle est plus immatérielle, et c'est comme si on avait une vision du monde qui était plus complète aujourd'hui. Voilà, avant on avait une vision très magique, très divine, on avait que cette sphère immatérielle. Ensuite on a une vision hyper matérialiste, celle dans laquelle on est aujourd'hui, et comme si avec ces nouvelles découvertes scientifiques de la physique quantique notamment, on allait vers un rééquilibrage aussi dans cette perception du monde qui est plus, selon moi, globale. Voilà. Ouais. Et moi, ça me fait penser à notre parrain Joël de Ronet, qui lui parle de surfer le déséquilibre. C'est que finalement, c'est ça la vie, c'est surfer la vie d'ailleurs, comme il dit. Très jolie phrase, et on en finira par là. Nous sommes dans la crise d'adolescence de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire en écrivant ça, en disant ça? Nous sommes dans la crise d'adolescence de l'humanité. Alors, je m'inspire d'Elisabeth Satouri, qui est une biologiste évolutionniste, je crois. Et c'est l'intérêt d'avoir des approches comme ça, globales et transversales, parce que le bouquin est très transversal. J'approche toutes sortes de disciplines. C'est une vision panoramique, effectivement, dont la biologie. Et elle nous dit que finalement, l'espèce humaine, c'est une jeune espèce.
dans l'histoire de la vie sur Terre. Et comme toute jeune espèce, au départ, quand elle se développe, eh bien, elle est dans la survie, elle est dans la créativité, elle est dans une approche de combat. Et qu'au bout d'un moment, cette espèce, quand elle commence à vieillir, eh bien, elle va vers plus de collaboration, plus une évolution plus pacifique et plus paisible. Et je trouve que voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quand on prend cette hauteur, finalement, on se dit, mais oui, on est peut-être à cette croisée-là des chemins, on est peut-être juste en pleine crise d'adolescence, comme si l'humain aujourd'hui, il cherchait ses limites complètement dans ce qu'on vit aujourd'hui, face aux dangers auxquels on se trouve, on est complètement là-dedans, comme un ado qui cherche les limites. L'humain aujourd'hui, du moins d'un point de vue occidental, il est en train de chercher ses limites. On va au bout de quelque chose, on est au bout de quelque chose. Il y a un ego qui est surdimensionné, tel l'ado. Donc moi je crois ça me parle assez, et ça me permet d'être optimiste aussi en disant c'est peut-être cette crise d'adolescence-là, et on va peut-être basculer doucement, certainement, avec un peu de temps, mais je suis assez optimiste sur le fait qu'on aille vers quelque chose de plus paisible et plus mature. En espérant que nous soyons juste un ado qui fait juste une petite crise d'ado, et pas des ados qui sont encore en crise à 40 ans. Merci beaucoup Aurélie, merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. Alors nous avons une petite surprise. Vous connaissez la Minute Bouclée, bien sûr, Laura Beaubois. Vous connaissez également la Révolution de la Tortue avec sa chronique, Anaëlle. Elles sont ici à Bordeaux et elles se sont dit tiens, on va s'unir, on va unir nos efforts et on va livrer nous-mêmes une chronique toutes les deux. Et puis, non pas en vidéo bien sûr, mais non, en direct, ici bien sûr, au DUT MMI de Bordeaux. On se retrouve juste après. Alors vous avez tous vu ou entendu parler de cette performance incroyable signée de la gymnaste américaine Kathleen Ohashi, aux enchaînements parfaits, un sens du rythme et une bonne humeur communicative. Elle a remporté un 10 sur 10 après cette prestation, rarissime. 40 millions de vues plus tard, elle devient une star mondiale de la discipline. Qui dit viral dit commentaire, et donc haters, tutti quanti, cela va sans dire. Vous me voyez venir. Parce que oui, messieurs, dames, même si l'athlète embarque tout le jury dans sa poche, professionnels et médias, des individus bien cachés derrière leur petit écran tentent tant bien que mal d'apporter leurs petits commentaires insignifiants, voire méchants parfois. Elle est trop moche, elle n'est pas gracieuse, elle devrait perdre du poids. Bref, ça va jamais. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces petites piques de jalousie proviennent de femmes. Et oui. Saviez-vous que selon une étude britannique, 52% des tweets misogynes étaient émis par des femmes? C'est complètement lunaire. Anaëlle, mais enfin pourquoi tant de haine? Ça va pas faire avancer le schmilblick tout ça. Pour comprendre le pourquoi de la rivalité féminine, on s'est penché sur les travaux de Manon Garcia, autrice de l'essai « On ne naît pas soumise, on le devient ». Cette philosophe a choisi d'analyser le maintien du patriarcat sous l'angle de la soumission des femmes, qui est un véritable impensé du féminisme. Et cette soumission est étroitement liée à la rivalité féminine. Je vous explique. Prenons l'affaire Claire Nouvian-Pascal Praud. On attend des femmes qu'elles incarnent la douceur. Aussi, quand Claire Nouvian entre dans une colère noire parce que les climato-sceptiques s'affichent sur le plateau de CNews, elle se fait instantanément traiter de folle et d'hystérique, y compris et surtout par Elisabeth Lévy. Suite à cette affaire, la militante écolo ne s'est pas laissée démonter et a lancé le hashtag « Je suis folle de rage ». Seulement voilà, on n'a pas toutes la carrure et les ovaires d'une Claire Nouvian. Aussi, la majorité des femmes préfèrent consentir à la soumission et se taire quand elles ne sont pas d'accord, plutôt que de laisser libre cours à leur colère. Pourquoi ? Parce que sinon, elles sont socialement punies, comme on l'a vu. Ce que Manon Garcia explique sur France Culture, c'est qu'une femme qui ne se soumet pas, qui n'essaie pas de rentrer dans une taille 36, qui ne sourit pas en expliquant aux hommes à quel point ils sont extraordinaires, sera punie socialement parce qu'elle ira à l'encontre des normes sociales qui lui prescrivent la soumission. Mais du coup, Anaëlle, tu veux dire en gros qu'on est responsable de cette domination masculine ? Pas vraiment. En fait, ce que Manon Garcia veut dire, ça n'est pas que c'est de la faute des femmes, mais que la société configure leurs choix et leurs désirs pour faire d'elles des complices de la domination masculine, de sorte à ce qu'elles se reproduisent encore et encore. Et du coup, quel rapport avec la rivalité féminine, justement ? Je pense que les femmes ont tellement intériorisé la soumission qu'elles attendent en fait le même comportement de leur père. D'où la sanction quand une femme s'autorise à être plus libre que les autres.
En gros, comme avec le slut-shaming, par exemple. Absolument. Et puis, je crois que dans la rivalité féminine, il y a aussi l'espoir de tirer son épingle du jeu, de s'en sortir mieux que les autres. On peut le voir dans le monde professionnel, par exemple, quand une femme qui a réussi à dépasser le plafond de verre se sent menacée par toute autre femme qui toque à la vitre et se comporte plus durement avec les femmes qu'avec les hommes. Du coup, c'est comme dans l'adage, diviser pour mieux régner. Cette rivalité féminine, en gros, entretient la domination masculine. Ouais. Et pourtant, en 1949, Tata Simone écrivait déjà que la solidarité féminine était absolument essentielle pour atteindre l'égalité des sexes. Et 70 ans plus tard, on a encore besoin de femmes badass comme Lena Dunham pour nous encourager à résister à cette tyrannie qui veut nous monter les unes contre les autres au final. Du coup, maintenant qu'on a conscience de tout ça, on n'a plus envie d'être dans la rivalité entre femmes et de se comparer, de se dénigrer entre sœurs. C'est quand même logique parce que jamais on pourra espérer l'égalité avec les hommes que si on arrête de se rabaisser du coup. Anaëlle, bon, c'est bien beau tout ça, mais tout à l'heure, je t'ai pas entendu pester face à cette jeune fille avec beaucoup de maquillage. Ouais, c'était avant ou après que tu aies commenté la longueur de sa jupe. Oui, bon, ça va, ça arrive. Bon, on a bien réfléchi à toutes ces situations où nos comportements sont la conséquence directe de ces mécanismes et on ne veut plus les faire en pilote automatique. C'est pourquoi on s'engage devant vous à cultiver la bienveillance entre femmes, la solidarité féminine et la sororité. Ça va être dur mais pas insurmontable, Babette, écoute bien. Aussi, à partir d'aujourd'hui, je ferai attention à ne plus rabaisser quiconque en utilisant une expression féminine comme une insulte. En gros, on arrête les « arrête de pleurer comme une fille ». Non. Je m'engage à travailler sur ma confiance en moi plutôt que de me sentir menacée par une femme plus belle ou avec plus d'assurance que moi. Les ah, t'as vu, elle est belle cette connasse. Non, non, on arrête aussi. Je m'engage à étendre la sororité au-delà de mon cercle d'amis et à en faire bénéficier de parfaites inconnues. En gros, on veille à nos prochaines, à se sentir concernées par l'autre. On fait attention à elle, au pluriel. Je m'engage à ne pas dénigrer une femme qui réussit et à me sentir inspirée par celle-ci plutôt que menacée. Oui, Rihanna peut être inspirante et peut donner des ailes à d'autres, soyez-en sûrs. Je m'engage à ne pas laisser la vie sexuelle réelle ou supposée d'une femme altérer mon jugement de celle-ci. Oui, tout le monde fait ce qu'il veut sous la couette. Tant que tout le monde prend son pied, ça nous va. Je m'engage à arrêter de juger une femme à son physique avant même de savoir si elle est sympathique ou brillante. L'habit ne fait pas le moine, on peut regarder Kim Kardashian comme ça. Bon. Je m'engage à valoriser les enfants que j'aurai peut-être un jour pour les mêmes qualités, que ce soit des filles ou des garçons. Sans associer aucun rôle, couleur, représentation présupposée selon le genre. Je m'engage à être attentive à toute situation de soumission consentie et de misogynie ordinaire, qu'elle provienne de moi ou des autres, et à réagir. Bref, pour terminer, c'est en luttant ensemble contre ce schéma qu'on arrivera à être plus forte. Et bien sûr, tous les hommes peuvent y contribuer, évidemment. Sororité, fraternité, même combat, que l'on soit un homme ou une femme, chaque individu a tout intérêt à être bienveillant avec son alter ego. Et je pense qu'on pourrait terminer cette séquence par la citation de Victor Hugo qui disait que sans fraternité, il n'y a pas de liberté. On peut l'accorder avec la sororité et encore plus par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui outre-Atlantique. Donc, au boulot. Merci. Merci à la Minute Bouclée et à la Révolution des Tortues pour cette séquence. Alors maintenant, nous sommes avec Muriel Ikmourassen. Je ne sais pas très bien comment vous présenter comme femme engagée, militante, maman solo. Vous faites beaucoup de choses. Vous avez... Auteur aussi. Comment ? Autrice même maintenant, Autrice, puisque depuis peu c'est autorisé. Chouette. Et c'est tant mieux. Alors, en tant qu'autrice, vous avez créé un blog. Pourquoi je deviens mère bordel. Absolument. Vous êtes militante pour les mamans solo. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet et sur d'autres aussi. Vous avez fondé une cowork crèche, donc à la croisée de l'espace de coworking et de la crèche, notamment pour les travailleurs indépendants. Vous faites plein de choses. Alors, j'ai des questions, mais en fait, avant ça, moi, je voulais vous faire réagir. Voilà, je vous voyais en fait écouter. Vous m'avez vu hocher la tête. Voilà, on a parlé de sororité, de fraternité, de regard. Qu'est-ce que ça fait en vous là d'entendre
Moi, j'ai commandé mon t-shirt sororité il y a quelques jours, donc ça m'a parlé forcément cette chronique. Je trouve que, en effet, c'est central, c'est-à-dire que moi qui suis très exposée sur les réseaux sociaux, parce que je suis blogueuse depuis une dizaine d'années sur Twitter, Instagram et ainsi de suite, effectivement, je confirme que très régulièrement, les commentaires misogynes, désagréables sur la longueur de la jupe ou la taille et la profondeur de notre décolleté viennent de femmes principalement. Alors bon, avec un biais, c'est que moi, c'est effectivement mon blog, c'est Mais pourquoi je deviens mère bordel, donc je suis suivie forcément par beaucoup de femmes. Mais c'est vrai quand même que je constate que ces commentaires-là viennent en effet très souvent de femmes, et on remarque quand même que plus on s'élève, plus la sororité est puissante et plus on s'élève toutes les unes les autres, c'est-à-dire que globalement dans les sphères où les femmes réussissent, elles sont beaucoup trop occupées pour critiquer les autres, et surtout elles ont le souhait profond et bienveillant d'élever les autres femmes. Et c'est vrai que sans que les femmes soient elles-mêmes misogynes, elles en sont malheureusement complices, parce que comme elle le disait très bien tout à l'heure, très vite quand on ne fait pas partie de ce système, partie intégrante de ce système, le système nous réprime assez fortement. Voilà. On va essayer de parler des femmes. Alors par le biais peut-être en fait de l'égalité homme-femme, parce qu'il y a un projet, il se passe des choses actuellement. La France en ce moment en fait est la présidence du G7. Oui. Il y a un conseil consultatif dans ce domaine-là, et vous en avez fait partie. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que vous pouvez nous dire en fait de quoi il s'agit? Alors déjà, je ne savais pas en fait qu'il y avait ces systèmes en fait, de conseil consultatif pendant le G7. Alors c'est un très bon système. On a beaucoup parlé tout à l'heure de politique et de citoyens. La France a la présidence du G7 en 2019, et sur certains sujets, il y a plusieurs conseils consultatifs qui ont été montés, qui sont constitués d'experts de la société civile. Et donc moi, je fais partie du conseil consultatif à l'égalité homme-femme. Et nous sommes 35 experts du monde entier réunis pour proposer un bouquet législatif en faveur de l'égalité homme-femme qui sera proposé aux pays du G7 et à tous les pays du monde. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux. C'est riche et puissant parce qu'on a des membres aussi divers et variés que Emma Watson, qui est actrice et militante. Voilà, on a Denis Mukwege, qui est l'homme qu'on appelle celui qui répare les femmes, qui est connu qui est prix Nobel et qui est connu pour son action auprès des femmes victimes de violences en Afrique. Nadia Mourad, qui est survivante, Yézidi. Et puis on a d'autres personnes voilà, qui sont des artistes, des responsables d'ONG. Je pense qu'on doit être une vingtaine de pays réunis, rassemblés, représentés. Et les 9 et 10 mai dernier, il y a un accord qui a été signé. Alors vous êtes réunis, en fait, c'est ça? Alors on s'est réunis à plusieurs reprises. En fait, on se réunit depuis le mois de février. On va continuer au fil de l'année. Et on fait un vrai travail de fond sur qu'est-ce qu'on propose en faveur de l'égalité homme-femme dans le monde, dans tous les pays. Comment on propose des lois à des pays qui sont plus ou moins avancés sur le sujet, comment on propose des lois attractives à des pays qui sont plus ou moins séduits par le sujet, et qu'est-ce qui est important pour nous en fonction de nos spécificités, en fonction de nos histoires, en fonction de notre vécu, sur quelles lois on a vraiment envie de travailler, quels sont les sujets vraiment importants pour nous, et de tout ça en anglais et en français, parce que forcément, voilà, il y a aussi une vraie diversité de langage. On cherche les bons mots pour proposer les lois qui nous semblent vraiment importantes pour faire avancer cette cause. Donc ça sert vraiment, c'est pas juste une... Alors ça sert absolument vraiment. Comme je vous dis, il y a un accord qui a été signé, c'est-à-dire que tous les pays du G7 se sont engagés à adopter au moins une des lois du bouquet qu'on va proposer au cours de l'année. Nous, on va monter aussi tout un système pour s'assurer derrière que les engagements qui ont été pris l'ont vraiment été, et on va d'autre part proposer ces lois aux autres pays du G7 en espérant bien sûr qu'ils y souscrivent. Voilà. Un dernier mot en fait, quel est alors le thème, le sujet en fait dans ce projet qui vous tient le plus à cœur, la proposition? Alors moi je suis forcément venue beaucoup avec tout ce qui a trait aux mères célibataires, au paiement des pensions alimentaires, etc., aux parents célibataires, bien sûr, parce qu'il y a aussi des hommes. Mais c'est vrai que quand on se retrouve confronté à des gens qui ont vécu des atrocités dans le monde, on ne sait plus tellement
où est la priorité, mais il y en a beaucoup. Et puis la priorité, elle reste aussi, bien sûr, l'écologie et l'écoféminisme, parce qu'on a démontré clairement que plus les femmes sont au pouvoir, plus elles décident, plus elles prennent des décisions en faveur de l'écologie. Donc je pense que c'est 2 combats conjoints, et que surtout, si on perd le combat d'écologie, il n'y aura plus à se soucier d'égalité homme-femme ou pas, puisqu'on ne sera plus là pour en parler. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci de porter ces questions. Merci Muriel. Merci beaucoup. Et on va passer le micro tout de suite à Camille pour la dernière rencontre avec les actrices du changement sur le territoire bordelais. Merci Charlie. Alors moi j'ai une transition toute trouvée puisque j'ai en face de moi une écoféministe. C'est un peu notre Vandana Shiva locale. Caroline est protectrice de la terre nourricière et gardienne des semences paysannes. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Caroline? Bonsoir Camille. Eh bien je fais pousser des légumes en biodynamie et en agroécologie avec le respect total du vivant, zéro chimie bien évidemment, avec l'idée de conserver des semences parce que la biodiversité est aussi cultivée, parce que ces semences sont un bien commun de l'humanité et ne devraient appartenir à personne et encore moins à des lobbies. Voilà. J'ai lu récemment justement qu'on a beaucoup parlé de la chute de la biodiversité sauvage, mais il y a une chute de 75% de la biodiversité cultivée. Ça veut dire qu'on mange toujours les mêmes tomates, on mange toujours les mêmes courgettes, c'est ça? Alors, tout à fait. Et c'est voulu, hein, c'est une stratégie des industries semencières. Il y a 100 ans, il y avait plus de 500 variétés de betteraves. Il y en a peut-être entre 40 et 70 maintenant en Europe. Et c'est quoi leur intérêt à eux? Leur intérêt, c'est d'avoir gardé que celles qui étaient très productives. Le souci, c'est que, comme tout le monde en a parlé, on fait face à des changements à la fois de sol et climatiques qui font que, si ça se trouve, c'est dans les 500 qui ont disparu qu'on aurait la solution des famines à venir. Voilà. Donc l'important, c'est de sauver tout ce qui est encore à sauver et de participer avec des collectionneurs internationaux et des semenciers vertueux, et notamment ceux du réseau Semences Paysannes, à produire des semences. Voilà. Donc en fait, vous les mettez en terre, vous les cultivez, vous les récoltez, vous gardez les graines, vous les échangez. Enfin, il y a tout un réseau. On en vend, puisque on a besoin d'équilibre économique également. Et on a le droit de vivre des fruits de son travail. Donc, par exemple, moi, notre association, la Ferme Coop, ne vend que des semences qu'elle a réussi à faire pousser dans le jardin. Voilà. On a un jardin école, conservatoire de semences paysannes, dans lequel on fait pousser des milliers de variétés, puisqu'il y a déjà plus de 600 variétés de tomates qui sont plantées dans ce jardin. Et il est situé où, ce jardin ? Il est situé devant l'entrée ouest du parc de Majolan. À Blanquefort. À Blanquefort. Enfin, c'est sur le Taillan, mais tout près du parc de Majolan. On a la chance d'avoir cette présence extrêmement bienveillante des arbres majestueux de Majolan. Aurélie, tout à l'heure, a parlé de la nature. C'est un sacré organisme vivant qu'on a vraiment à respecter parce qu'il est bien plus vieux que nous. Et oui, nous, on est des ados. Donc nous, on est tout petits, tout jeunes. Voilà. On a vraiment à retrouver ce sens du respect, pas uniquement de nos savoir-faire anciens, mais le sens du sacré est très, très important à retrouver vis-à-vis de la nature. Elle a vraiment tout à nous apprendre. Et nous, en tant que jardiniers amateurs et en tant que mangeurs, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le maintien des semences paysannes ? Alors, la première chose, c'est qu'on mange des tomates à partir de juillet. Hein ? On retrouve la saisonnalité. Ça, c'est
Il y a beaucoup de choses à faire à l'école, là. Et même chez les anciens, hein, on a complètement perdu le sens de la saisonnalité. On reste curieux. Une fois par mois, on essaye d'acheter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on a la curiosité d'aller voir comment ça se mange dans différents continents, sur différents continents, par exemple. On arrête d'acheter des plants chez des grandes enseignes et on va chez son maraîcher. On lui demande d'essayer de faire en sorte de faire pousser des semences paysannes parce qu'il faut savoir que 9 légumes bio sur 10 est un hybride F1 non reproductible. Et ça, c'est vraiment fait pour obliger et contraindre les maraîchers à racheter tous les ans, hein, alors que le bon sens paysan qui est là, hein, ce grand souci du capital n'a que 70 ans. Hein. Avant-guerre, on savait reproduire ses propres graines, se les échanger entre voisins, et même au niveau professionnel. Donc quand on est jardinier amateur, on fait attention à acheter des graines où il n'y a pas écrit F1 sur le sachet. Ça, c'est très important. Dès qu'il y a des chiffres, il faut se méfier. Voilà, quand il y a des noms un peu jolis, la betterave de Chioggia, la tomate de Pessac, puisqu'elle existe. Ça, c'est trafiqué. La galeuse des Innes. Ben non, elles ont été créées localement par des gens qui ont récupéré des graines et qui les ont adaptées localement. La galeuse des Innes, elle est connue dans le monde entier. Elle a une originalité tout à fait qui est très très jolie et qui est très bonne en plus. Voilà. Il faut essayer de faire pousser le plus grand nombre de variétés dans son jardin parce que les plantes entre elles s'entraident. Quand on a une année froide et humide, il y a des variétés de tomates, hein, c'est mes chouchoutes. Donc par exemple, il y a des variétés de tomates qui savent tout à fait survivre au froid, hein, les steaks russes de Sibérie, voilà. Et par contre, les années chaudes, c'est peut-être une qui viendra de Floride. Donc il faut avoir le plus grand nombre de variétés possible, être curieux et avoir envie d'aller trouver des choses nouvelles ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Caroline pour ce message. Et je repasse la parole à Éloi donc pour un petit dialogue entre Nicolas et Aurélie. Merci beaucoup. Merci Camille et merci beaucoup Caroline Miquel. Il faut vraiment suivre Caroline sur les réseaux et aller à Blanquefort si vous en avez l'occasion. C'est vraiment un moment intense à passer. Nous nous retrouvons à la fin de cette émission, 119e Rendez-vous des Futurs. Aurélie, Nicolas, qui veut commencer? Un petit mot pour rebondir, pour revenir, une sorte de mot de la fin en gros. Vous battez pas surtout, hein. Moi je pourrais le faire, mais c'est quand même vous nos invités. Aurélie. Non, j'ai trouvé que c'était assez complémentaire, donc ça donnait un panorama assez pertinent. À la fois, on avait les actions de terrain, et puis on a eu l'aspect politique et l'aspect économique avec une vision plus globale. Donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très, très riche. Nicolas, oui, un petit mot. Moi, je trouve que ce qui a traversé tous les témoignages, c'est l'idée que s'indigner ne suffit plus et qu'il faut s'engager. Parce que la situation, effectivement, on la connaît, on est pris dans un étau qui est face à nous, qui est à la fois le dérèglement climatique et à la fois l'érosion du vivant. Et ça nous amène dans une situation compliquée et on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Il faut vraiment rappeler l'urgence de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas 50 ans devant nous, on a 10 ans. Donc vraiment, je pense que s'il faut vraiment, en tout cas moi je veux retenir quelque chose, c'est l'engagement, parce qu'il y a une cause commune à ce qu'on vit, c'est vraiment la crise de l'excès. Je pense que c'est ce que tu expliquais très bien aussi, sans utiliser ces mots-là, mais et il faut s'engager pour
pour justement trouver des solutions à ça et arrêter ce système qui est devenu fou. Et il faut une approche globale, vraiment. Il faut changer nos fondamentaux, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans notre vision du politique et dans le politique aussi, dans le rôle du politique. Oui, une approche globale parce qu'on voit bien, enfin, les mesures ne suffisent plus. C'est le contexte global qu'il faut changer. J'aime bien prendre l'image c'est comme si on jouait à un jeu de société qui est nocif pour les joueurs et on changeait les règles du jeu pour que ça soit mieux pour le joueur, mais sans remettre en question le but du jeu même. Et c'est de cet ordre-là aujourd'hui. Il faut remettre en question le but du jeu, le jeu lui-même. Enfin, je parle d'un jeu, c'est pas effectivement un jeu, mais il faut aller plus loin que ces mesures-là. C'est le contexte global qu'il faut changer. C'est cette vision du monde nouvelle qu'il faut intégrer. C'est indispensable aujourd'hui. Et ça passe évidemment par les actions au quotidien, mais en gardant cette ligne de mire, parce que les actions, c'est un élément, mais il faut absolument que ça soit mis en complémentarité avec une vision globale. Voilà, les deux conjointement nous feront avancer. C'est un changement total de paradigme. Il faut vraiment là changer notre. J'ai un ami, Mathieu Baudin, que je salue, qui prend toujours cet exemple, qui dit si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin serait toujours la même. Parce que c'est pas une question de joueur, c'est une question de règles. Et je suis parfaitement d'accord, c'est ça qu'il faut changer. D'où l'importance de ne pas exclure l'engagement politique, parce que c'est bien le politique en partie qui fixe les règles. Tous les deux, vous êtes au contact régulier de la jeunesse, de la jeune génération, de ceux qui vont peut-être prendre votre place, prendre votre place. Je suis jeune encore. Oui, non, mais on est tous très jeunes. Mais non, mais ils ont suffisamment de recul, ils ont suffisamment de connaissances, ou finalement vous les voyez emprunter des chemins que leurs parents ont déjà empruntés et refaire les mêmes âneries. En gros, vous êtes optimiste ou quoi? Alors, je le suis fondamentalement, mais effectivement, parfois c'est difficile. C'est difficile, et si j'arrive à faire briller quelques yeux, c'est ma victoire. Effectivement, dans une classe, il y en a qui vont pas comprendre ou être complètement dans le système, et puis d'autres, non, qui vont être complètement sensibles à ça. Donc c'est pour ça que j'ai de l'espoir aussi. C'est peut-être pas encore la majorité, mais voilà, j'y travaille. Et vous, Nicolas, de l'espoir, il en faut, mais c'est pas facile quand même. Ça n'empêche pas la lucidité. Parce qu'en effet, il faut espérer, on n'a pas le choix, il faut se battre, mais on ne peut aussi que constater que le chemin est étroit. Et je pense qu'un des sujets, c'est aussi cette société de l'accélération permanente. On vit dans une espèce d'instantanéité, et les jeunes, peut-être encore plus que nous, ils sont poussés à ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il y a un effort considérable à faire pour, on parlait de saisonnalité tout à l'heure, pour essayer effectivement de s'extraire tout le temps de cette instantanéité pour qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'ils ont quand même ce tout technologique et cet instantané happe un peu aussi la réflexion et happe l'esprit. Et je le vois chez les jeunes, moi, chez ma fille et même chez mes enfants. Et je le constate aussi chez les lycéens quand je les rencontre. Et ça, il y a un enjeu à porter qui est, il faut que cette société, elle réapprenne à prendre le temps. Et ça, c'est un vrai projet politique. C'est rigolo que tu dis ça, parce que justement, ce week-end, j'étais avec ma fille, qui était beaucoup sur son portable, donc c'était source de conflits. Et je lui dis, bon, mais non, on va faire un petit point ce soir du week-end qu'on a passé. Oh non, pas de point. Et je lui dis, à quoi ça sert, à ton avis, de faire un point, en fait, juste, voilà. Eh bien, je lui dis, c'est pour prendre du recul, tu vois, à un moment donné, pour essayer après de voir ce qui a été, de voir ce qui est bien, de voir ce qui n'est pas bien, et puis d'essayer d'envisager de nouvelles façons de faire. Oui, c'est pas que pour se faire gronder non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est cette idée de prendre du recul aussi à un moment donné, qui réfléchissent aussi, qui se posent les bonnes questions, qui analysent. Et je crois que c'est important aussi. Moi, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir été notre fil rouge ce soir. On était vraiment très très heureux déjà de faire cette émission ici et de la faire qui plus est avec vous et avec tous ces super actrices du changement. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont aidés vraiment à préparer cette émission. Merci à Marlène de nous avoir accueillis ici au DUT de communication de Bordeaux. Vous prenez votre cahier de texte, bien sûr, hein, c'est le rituel, c'est la coutume. On a des dates à vous donner. Alors, le 4 juin, vous le notez, nous faisons une émission avec Pascal Pic. Alors, oui, il est paléoanthropologue, mais on va parler de tout, évidemment.
Le 11 juin, nous sommes très heureux puisque nous sommes partenaires d'un nouveau rendez-vous. On vous en dit pas beaucoup plus, et un petit peu quand même, avec le magazine Oui Demain. Et nous recevons Étienne Klein pour démarrer. C'est le 11 juin, donc il faut nous suivre et vous tenir au courant en gros. Et le 12 juin, 11, Étienne Klein, le 12, une grande émission spéciale avec une quinzaine d'invités dans le cadre du Forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pareil, vous suivez ou vous rattrapez bien sûr, comme vous en avez pris l'habitude, sur les réseaux ou en podcast sur tous les canaux de podcast possibles. Merci à toute l'équipe, merci Charlie, merci Camille, merci Pauline, Léonie, merci Jonathan, Jérémy, merci tout le monde, merci évidemment tous nos chroniqueurs, emmenés par la Minute Bouclée, la Révolution de la Tortue, et merci à vous. Suivons-nous sur les réseaux bien sûr, et à tout de suite.